Ça marche. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comme Maxime l'a dit, donc je suis un militant au pire, mais je suis aussi historien. Du coup, je vais faire un petit retour donc je travaille beaucoup sur l'histoire du mouvement ouvrier, des gauches radicales et leurs rapports, leurs contradictions face au colonialisme et à la question raciale. Donc je vais faire un retour, un détour en gros par l'Allemagne pour ensuite revenir vers la France et discuter de questions contemporaines et de problèmes à mon avis qu'il y a dans certaines tendances de l'extrême gauche française. Donc comme vous le savez, récemment il y a eu une loi en Allemagne qui criminalise très fortement le mouvement BDS. Bon, à titre personnel, j'ai pas trouvé ça très étonnant en fait, ça m'a pas choqué outre mesure, puisqu'en fait ça fait plusieurs années qu'il y a une incapacité totale en Allemagne à se saisir de la question palestinienne, à en faire une question importante, y compris, et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, y compris dans les cercles de la gauche radicale qui traditionnellement peuvent aussi s'inscrire dans une certaine tradition anti-impérialiste ou internationaliste, avec toutes les contradictions qu'on connaît, en fonction des courants desquels on parle. Donc, je ne vais pas faire un état des lieux complet de cette question, mais je vais surtout parler du mouvement anti-Deutsch, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je vais essayer de synthétiser très brièvement ce qu'est ce mouvement, ce qu'il représente, ses idées, mais forcément, je vais essayer de ne pas être trop long, donc ça sera nécessairement incomplet, mais bon, si après vous avez des questions, je pourrais toujours y répondre. Et ensuite, du coup, je vais revenir sur des développements inquiétants qui commencent à exister dans la gauche radicale française, même si, à mon sens, ils sont beaucoup plus minoritaires que ce qu'a représenté le mouvement anti-Deutsch dans les années 90 et 2000. Donc le mouvement anti-Deutsch, c'est un mouvement qui est assez complexe, qui a une histoire et une idéologie qui a évolué, qui a aussi une préhistoire dans les années 60-70 notamment, qui a une inspiration dans certains mouvements de ce qu'on a appelé la gauche extra-parlementaire en Allemagne de l'Ouest. Voilà. Donc, pour le résumer en quelques mots, on pourrait dire que c'est un mouvement qui s'est vraiment structuré, qui s'est cristallisé au moment de la réunification de l'Allemagne. Il y avait cette idée, donc c'était beaucoup d'anciens militants maoïstes d'ailleurs à ce moment-là, certains aussi du Parti des Verts, qui a été créé au début des années 80. Et beaucoup de ces militants en fait se sont regroupés sous le slogan Plus jamais l'Allemagne, donc Nie wieder Deutschland. Il y avait beaucoup de manifestations contre l'Allemagne, avec aussi une peur d'un quatrième Reich. En fait, il y avait l'idée que si l'Allemagne se réunifiait, elle allait redevenir très forte et donc réimposer son empire sur l'Europe, et donc il y avait le risque d'un quatrième Reich. Voilà, donc je vous donne un exemple. Par exemple, en novembre 90, il y a eu une manifestation qui a repris une phrase du poète antifasciste roumain Paul Celan, donc Der Tod ist ein Meister Deutschland, donc en gros la mort est une spécificité ou une spécialité allemande. Et donc forcément l'idée qui sous-tendait cette réflexion, c'était que le nazisme découlait spécifiquement de l'histoire allemande, et que du coup la renaissance de l'Allemagne risquait d'engendrer une sorte de retour de bâton du nazisme. Dans un discours par exemple qui était prévu dans une manif contre l'État allemand à Francfort en octobre 91, il y a Joachim Brun, qui était ensuite devenu une figure importante du mouvement anti-Deutsch, qui explique que l'effondrement du capitalisme d'État de l'Allemagne de l'Est, donc de la RDA, c'est bien, mais qu'au lieu de réunifier l'Allemagne, de refaire une seule Allemagne, il faudrait profiter de cette occasion pour l'anéantir, pour détruire le peuple, en gros, qui a amené le national-socialisme. Il y avait cette idée que, en gros, le peuple est un produit et l'État est son producteur. Et donc, à titre personnel, j'ai plutôt de la sympathie pour l'antinationalisme, en Europe en tout cas, mais même si je pense qu'il y avait beaucoup d'analyses qui étaient un peu abstraites et
c'est ça qui a amené, à mon sens, les développements par la suite. Parce que, bon, vous me direz jusqu'ici, quel est le rapport avec la Palestine? D'accord? Donc on a affaire à des totaux qui s'inscrivent dans l'anticapitalisme, mais qui sont antinationalistes, etc. Parce qu'au début du mouvement, la question de l'impérialisme, c'était pas forcément un argument central pour les anti-Dodge, qui se concentrait surtout sur une lecture assez réductrice du nazisme, de l'histoire allemande, de l'antisémitisme. D'ailleurs, l'antisémitisme, c'est intéressant parce que l'antisémitisme était analysé comme un phénomène quasi métaphysique et pas comme le rouage du racisme européen, quoi, D'ailleurs, je rejoins du coup ce qu'a dit Maxime avant sur la nécessité de réinscrire l'antisémitisme aussi dans le racisme. Voilà, de pas en faire, de pas faire une sorte de métaphysique de l'antisémitisme. Mais du coup, cet anti-germanisme dont je parlais tout à l'heure, c'est accompagné d'un certain bellicisme, d'un certain va-t-en-guerre. Il y a notamment le rôle libérateur des Américains et des bombardements américains, il était particulièrement mis en avant. Il y avait un slogan de tête, c'était la libération vient du ciel, donc des bombardements du coup. Du coup, ce bellicisme de gauche, il s'est renforcé au moment de la guerre du Golfe, au début des années 90, au moment où il y a eu l'envoi de missiles Scud sur Israël. Ce moment-là, c'est là qu'il y a eu un tournant assez important sur la question palestinienne et sur le rapport au sionisme. À ce moment-là, il y a vraiment eu une image qui est devenue dominante dans la gauche radicale allemande. C'était celle selon laquelle les États-Unis et leurs alliés ils menaient une guerre contre l'Irak. Non, c'était plutôt pas cette idée que les États-Unis et leurs alliés menaient une guerre contre l'Irak, mais plutôt l'idée que, en gros, l'Irak guerroyait contre Israël, et ça, c'était accompagné d'images et de comparaisons entre Israël et Auschwitz, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une sorte d'imagerie vraiment comparant des attaques parfois ce qui se passait en fait en Israël à des images de la Seconde Guerre mondiale, du génocide des national-socialistes. Et à ce moment-là, en fait, je ne vais pas tous les citer, mais il y a plusieurs historiens notamment qui montrent que la lutte, en fait, la confrontation avec Israël a été sans cesse, à partir de ce moment-là, accompagnée de références à Auschwitz, et que du coup, toute la tradition, parce qu'il y a une tradition anti-impérialiste dans la gauche radicale allemande, après par exemple dans les années 70, les congrès sur le Vietnam se sont tenus à Berlin notamment, pas seulement, mais il y avait quand même une certaine force de ce mouvement. Et notamment, il y a Anne Joly qui a écrit, à ma connaissance, un des tout premiers articles sur les anti-Deutsch dans la Revue des Livres à l'époque. Elle écrit que pendant la guerre du Golfe, donc en 91, donc le rédacteur en chef de la revue Concrète, qui est une revue assez importante en Allemagne, donc notamment pour mémoire, c'est la revue où travaillait Ulrich Meinhof avant de rejoindre la Rote Armee Fraktion. Donc cette revue, elle établissait des parallèles entre l'intervention en Irak et la libération de l'Allemagne nazie par les Alliés. Donc il y avait une certaine fascination pour l'Amérique, ainsi que pour Israël. C'est intéressant, parce que Concrète, d'ailleurs, eux, ils venaient plutôt de l'antisionisme à la base. Ils avaient notamment publié, c'était la première revue européenne, je crois, à avoir publié des extraits d'une discussion entre Arafat et le général Gabre. Et notamment, d'ailleurs, cet extrait devrait être publié en français sous peu, je pense. Donc toute cette partie du mouvement autonome et Antifa qui s'opposait donc à la réunification allemande, elle a fait, là je dresse vraiment les grandes lignes, après s'il y a des besoins d'explications supplémentaires, je reviendrai dessus. Elle a fait du régime irakien une sorte de clone arabe du nazisme allemand, en gros. Il y avait l'idée que il y avait cette idée
du Sonderweg allemand, donc de la voie particulière allemande, mais qui aurait dévié du coup sur les pays arabes. En fait, il y avait cette idée que le nazisme était tellement délégitimé en Allemagne qu'il avait besoin d'un nouveau territoire pour se développer. Et il y a des intellectuels assez importants quand même à gauche qui ont défendu cette idée et qui ont fait des États arabes, mais aussi des immigrés arabes, beaucoup en tout cas, les héritiers. En fait, il y avait cette idée de... Voilà, ils n'appelaient pas encore ça l'islamo-fascisme, mais c'était le fascisme vert, quoi. Notamment Hans Magnus Enzensberger, qui est vraiment quelqu'un qui par ailleurs a écrit des choses excellentes, qui à ce moment-là a vraiment écrit des articles assez craignos. Donc il y avait l'idée en fait que c'était les Allemands qui soutenaient la lutte de libération palestinienne. C'est une sorte d'alliance entre les enfants du nazisme et les nouveaux antisémites, les Arabes, à ce moment-là. Donc, jusqu'ici, on pourrait se dire, bon, d'accord, mais c'est en gros des réactionnaires comme on peut en avoir en France, etc. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que les anti-Deutsch, ils se rattachent très explicitement et très ouvertement à l'héritage historique et théorique de la gauche radicale, et même au marxisme, à une certaine tradition du marxisme. Et c'est ça qui m'intéresse ici en fait. C'est le fait que eux, ils voient dans le soutien apporté à Israël une voie vers l'émancipation. Il y avait même il y a un article qui a été écrit au début des années 2000 qui était Israël jusqu'au communisme. Enfin, je crois que de tête c'était quelque chose de ce type-là. Et donc on pourrait penser à un mouvement assez marginal, assez bizarre. Mais en fait, il se trouve que dans les années 90, au début des années 90 et jusqu'aux années 2000, c'est un mouvement qui a été quand même assez fort en Allemagne. Puisque, à cette époque-là, en tout cas, la gauche autonome était beaucoup plus forte déjà en Allemagne qu'en France. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, il est plus aussi fort en termes de mouvement organisé aujourd'hui, mais à mon sens, il est plus aussi fort parce qu'il n'a plus besoin de l'être. Tout simplement parce que la gauche allemande, la gauche que ce soit la gauche extra-parlementaire ou la gauche même réformiste, elle est au mieux totalement absente sur la question de la Palestine, et au pire, elle soutient inconditionnellement l'État d'Israël. Il y a notamment ce porte-parole de Die Linke, dont le nom m'échappe tout de suite, qui a repris cette phrase de Merkel. Oui, voilà, ça. Gregor Gysi, exactement. Voilà, qui a repris cette phrase de Merkel selon laquelle Israël c'était la raison d'État de l'Allemagne. Et donc, à ce moment-là, il y a vraiment je pense, une convergence pour le coup entre la droite et certaines franges de la gauche, et voire parfois de la gauche radicale, et qui se prétend révolutionnaire. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que eux ils s'inscrivent dans le marxisme en gros. Et donc ça on pourra en discuter tout à l'heure, mais ils ont des références intellectuelles assez précises, notamment dans ce qu'on appelle la critique de la valeur, la Wertkritik en Allemagne, où certains intellectuels, comme Moïse Postol, qui eux ne sont pas anti-Deutsch, mais c'est des outils, je dirais, qu'ils utilisent. Donc tout à l'heure, on pourra revenir dessus. Moïse Postol, il a notamment écrit un texte très connu sur une analyse du nazisme, en fait, où justement il essaie de montrer la spécificité de l'antisémitisme par rapport à d'autres types de racisme, en regardant notamment vers la théorie de la valeur de Marx. Tout à l'heure, si vous voulez, je pourrais revenir dessus. Et donc, voilà, dans les années 2000, c'est un mouvement qui a perdu en crédibilité, notamment parce que y a certaines revues qui ont défendu le Front National ou la English Defense League. Voilà, donc ils ont vraiment défendu l'extrême droite, quoi. Et il y a eu une radicalisation, entre guillemets, de ce mouvement qui a perdu en crédibilité. Mais dans le même temps, comme je disais tout à l'heure, ils ont ce mouvement-là n'avait plus besoin d'être très fort, puisque la gauche allemande était dans l'ensemble pro-sioniste. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que récemment,
il y a certaines franges minoritaires, en France heureusement, qui se sont référées à ce mouvement, et d'autres qui ne s'y réfèrent pas, mais qui, à mon avis, s'inscrivent dans une dynamique parfois un peu similaire, même s'il y a des grosses différences. Et donc, déjà, je pense que c'est très important de parler de ces mouvements, même s'ils sont minoritaires, parce que, comment dire, toute proportion gardée, bien sûr, par rapport à la faiblesse de la gauche radicale française, ces types de groupes, en gros, ils participent d'une lutte qui est toujours plus importante contre l'anti-impérialisme, alors dans des organisations de gauche ou dans l'antiracisme politique. Et en ce sens, il me semble qu'ils soutiennent ouvertement, enfin, ou du moins ils rejoignent sur beaucoup de choses les entreprises réactionnaires françaises qui cherchent à criminaliser ces mêmes groupes, même si eux ils se revendiquent du marxisme et qu'on les retrouve souvent dans des groupes autonomes. Alors je vais vous donner quelques exemples. Il y a un blog qui heureusement a vraiment un lectorat très réduit, j'espère, qui s'appelle Solitude Intangible, qui lui se réfère très explicitement aux anti-Deutsch, mais il y a des revues comme par exemple Vacarme qui publient parfois des auteurs qui sont anti-Deutsch, ou alors qui sont assez proches du moins. Et ce qui me semble plus inquiétant que ces deux sites, c'est que il y a des revues très importantes dans le milieu autonome, comme Lundi Matin, qui parfois publie des choses qui... Lundi Matin, que je considère comme une revue, comme plutôt une bonne revue, qui peut publier des choses très intéressantes, mais qui publie aussi, n'a aucun problème à publier des sionistes, des gens qui défendent explicitement Israël, même s'ils sont de gauche, ou du moins qui se revendiquent comme tels. Et à mon avis, c'est très important d'avoir conscience de ça, parce que les débats sur le sionisme et sur le colonialisme israélien, ils ont un rôle structurant en France. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question morale, une question extérieure. Voilà, c'est-à-dire que ça joue un rôle très concret dans les luttes politiques en Europe aussi. Donc dans les luttes, que ce soit par rapport à la gauche radicale, peu importe les mouvements, ou alors par rapport à l'antiracisme politique. Donc comme je disais tout à l'heure, toutes ces contradictions face au colonialisme, ce n'est pas des choses nouvelles, mais il me semble que les développements récents sont assez inquiétants, et je vais bientôt terminer. Je me réfère juste à... Il y a une très bonne revue marocaine des années 60-70, la revue Souffle, et à l'époque, il y avait Omar Benjeloun, qui était syndicaliste marocain, qui s'est fait assassiner d'ailleurs, qui écrivait un article qui était intitulé « Comportement de nos cadres devant le problème palestinien ». Et dans cet article, il écrivait « Jamais pour aucun peuple colonisé, la confusion idéologique n'a revêtu une importance aussi primordiale, n'a eu de conséquences aussi dramatiques que dans le cas de la Palestine. À la différence de tous les peuples colonisés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, le peuple palestinien a dû consentir une étape supplémentaire de lutte et de sacrifice par rapport à tous les mouvements de libération nationale. Sans compter les luttes d'avant 48 et les 20 années de silence organisé sur l'existence même de ce peuple, le voilà qui mène depuis 4 années la lutte armée, d'abord pour convaincre les milieux dits anticolonialistes que la Palestine est la patrie d'un peuple et qu'Israël n'est rien d'autre qu'une occupation de type colonial. Et ce qu'il écrivait, Benjeloun, à l'époque, ça me semble toujours d'actualité. Ce qui me semble en fait que les tentatives de structuration, même si ça en reste au niveau intellectuel pour le moment, j'ai l'impression en France, surtout dans des revues, il n'y a pas de... J'ai l'impression, toi, qu'il n'y a pas encore de groupe organisé, heureusement. Et donc, j'ai l'impression que tout ce dont je viens de parler, en fait, ça participe justement de cette confusion idéologique. C'est-à-dire que sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, dont les véritables ressorts, par ailleurs, ne sont jamais analysés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça participe aussi d'une invisibilisation de l'antisémitisme et des ressorts réels de la lutte contre l'antisémitisme. Et justement, en accusant plus ou moins subtilement la gauche radicale et l'antiracisme politique d'être antisémites, ils mènent par ailleurs souvent une bataille acharnée contre, par exemple, les campagnes BDS. En gros, ils alimentent la confusion autour de ce qu'est réellement l'antisémitisme.